Salut mes petits farfadets noctambules et bienvenue dans ce podcast fantôme et nocturne qui n'en est plus un puisque vous voulez que ça reste en ligne. Aujourd'hui on va parler d'un bouquin que j'ai depuis des semaines, des jours, des mois. Oui je sais cette phrase n'est pas construite chronologiquement, c'est pas dans l'ordre hein, mais commencez pas à être désagréable. En tout cas un bouquin fort bien doté, à défaut d'être velu, sorti cette année, hein, qui est le 7ème volet des Trésors de Marvel, consacré à l'année 1981, ce qui veut dire qu'il y en a eu 6 autres avant, si celui-ci c'est le 7ème, mais bon on s'en fout un peu. Et ce bouquin est intéressant pour plusieurs points. Oui, je laisse planer un peu le suspense pour vous mettre en appétit. Il regroupe des épisodes mythiques de l'année 1981, et je vais revenir dessus dans quelques instants, mais je vais aussi insister sur l'un des épisodes en particulier qui m'interpelle beaucoup, et donc là, vous le voyez, je viens de glisser de façon subrogative sans tapiner le sommaire de ce faux cast. Ah bah oui, hein, je suis aussi habile qu'organisé, alors laisse pause blow, et abonne-toi si ce n'est pas fait. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, parce que n'est-ce pas une merveilleuse soirée hein, ce soir pour dire des conneries. Oui, tout de suite, on remarque cette couverture en peau de zob tannée, hein. Ne nous le cachons pas, elle n'est pas chouettos, hein. Elle ne suscite pas l'envie d'acquérir ni d'ouvrir les pages intérieures. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me faisais avec mon ami, hein, le French Geek, dernièrement, quand je lui ai montré mon acquisition, il m'a dit qu'elle était terrifiante d'atrocité. Bon, il a peut-être pas dit ça, mais du moins, c'est l'esprit de sa réflexion. J'essaye de mettre du drama, hein, ça donne plus d'intensité dans mon monologue abscon. Et c'est vrai que je me demande d'ailleurs à quel point les éditeurs de ce bouquin se sont dit qu'avec une telle couverture, ça allait marcher. Parce que, bon, qui est-ce qui peut être attiré hein, par ce genre de couverture? Les jeunes sponsorisés par Eau Précieuse ou Biactol? Peut-être, parce qu'ils ont rarement du goût, hein, et ça n'est plus à démontrer, hein, même si je pense que c'est également lié au fait qu'ils ne savent plus vraiment formuler des phrases correctes grammaticalement. Pour en revenir à la couverture, peut-elle nous séduire, nous, les anciens? Certainement pas. Et pourtant, qu'on ne s'y trompe pas, derrière l'aspect pas terrible de cette couverture se cache véritablement un trésor de petites histoires incontournables, que dis-je, de petites perles de l'époque, et je me propose de revenir dessus avec vous à l'occasion de cette petite vidéo tranquille et sans prétention que celle de voyager dans le bon vieux temps. Et quand je dis bon vieux temps, ben c'est l'année 1981, bien évidemment. Et l'album nous propose dès le début une aventure péchue de Daredevil qui met en scène la première apparition d'Elektra, un nom qui laisse présager d'excellentes choses. Quoi? Je ne sais pas, mais c'était histoire de placer une phrase intelligente pour me donner une certaine contenance. Nous voici donc avec le Daredevil 168 de janvier 1981, que les lecteurs français ont pu découvrir en septembre 1983 dans le Strange 165. Les scénarios et dessins sont de Frank Miller. Un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Et l'ancrage est échu, j'aime bien cette expression, l'ancrage est donc échu à Klaus Johnson. On ne saurait trop rappeler l'orthographe erronée en couverture d'Elektra écrit avec un C, glissé là encore de façon subrogative à la salaud, mais ça fait son charme. Comme vous le savez, cette année 1981 marque les débuts de Frank Miller comme auteur complet de Daredevil, et justement nous avons là l'un de ses épisodes phares. Elektra, c'est l'amour de jeunesse de Matt Murdock. Elle est la fille d'un diplomate grec assassiné par des terroristes. C'est Elektra Natchos, hein, qui est une femme qui cherche à se venger, comme Electre de la mythologie grecque. Rien à voir avec l'électricité. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais le nom de Natchos me fait penser aux tacos. En vrai, là, ça vous dirait pas un tacos 3 viandes? Ah ouais, hein, grave. Hein. Formée aux arts martiaux pour pouvoir se protéger, elle fait la connaissance de Matt Murdock à la Columbia University de New York, et après le meurtre de son père, elle sombre dans une dépression profonde. Elle quitte la faculté de droit, et plutôt que de se suicider au Slovaquie... Tu aimes les Slovaquies? Non? En tout cas, elle finit par rejoindre une ligue d'assassins appelée La Main. Enfin, quand je dis les souvlaki, mais les vrais, hein, pas ceux que tu trouves, tu vois, comme ça, dans les supermarchés, les vrais, quand tu vas sur place, en Grèce, putain, c'est vachement bon, les souvlaki. Enfin bon, je m'égare de Montparnasse. Et donc, Elektra, elle devient mercenaire et elle se retrouve bientôt à affronter Daredevil. Nous avons donc ici sa première apparition qui ravira les fans de la jolie grecque. Petit avantage de cet album, c'est que la BD n'est pas censurée comme à l'époque dans Lug, et vous avez l'intégralité des coups et des onomatopées pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est un bon choix éditorial. Bon choix madame, bon choix mademoiselle et bon choix monsieur. Oui, je sais, mon imitation est super bien faite. Puis l'album nous propose le premier épisode de Dazzler. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus dernièrement, hein. Je vous invite plutôt à aller la voir hein, si vous ne l'avez pas regardée, chose au passage qui est impardonnable hein, et qui à la limite indique que vous êtes passé à côté de votre vie. Mais donc voilà, hein, l'album vous propose ce récit sorti en mars 1981, écrit par Tom DeFalco et dessiné par John Romita Jr.
Je ne vais pas revenir dessus, mais vous savez que c'est une héroïne commandée par la maison de disques Casablanca, et dont la publication du comics a été la première chez Marvel à être faite exclusivement en librairie spécialisée. Stratégie payante de Jim Shooter, qui avait réussi à vendre 428 000 exemplaires, alors qu'au même moment les X-Men tournaient à 300 000 environ. Mais allez plutôt voir ma vidéo. Il en est de même pour l'épisode des 4 Fantastiques, tiré du Fantastic Four 236, datant de novembre 1981. J'ai déjà fait une vidéo sur cet épisode, écrit et dessiné par John Byrne, et je vous invite également à aller voir si ça n'est pas déjà fait. Un épisode de 40 pages pour fêter les 20 ans à l'époque du premier Fantastic Four. Bref, un épisode commémoratif où le Puppet Master et Fatalis se sont alliés pour réduire les Fantastiques à l'état de marionnettes sans qu'ils s'en rendent compte. Bref, une ambiance téléfilm de la 4ème dimension qui n'est pas dégueulasse à lire et qui avait été publié à l'époque dans le Nova 103 en août 1986. Et puis cet album regroupe les plus fantastiques des arcs narratifs de l'histoire des comics, oui je ne baise pas mes mots, avec l'Uncanny X-Men 141 et 142 de janvier et février 1981, putain j'ai pas réussi à dire février, j'articule comme un lundi moi, février 81, plus connu sous le nom des épisodes Days of the Future Past, de Magic Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin. Tu es ému? Et oui, je te comprends, on ne peut être qu'ému devant autant de magie. Alors moi, j'ai pris cet album pour ces 2 récits au départ, car j'ai enfin l'occasion d'avoir ces épisodes non censurés, comme l'avait fait Lug dans le spécial Strange 35 et 36, et c'est un vrai plaisir que de redécouvrir cette œuvre qui est enfin retranscrite dans son intégralité, sans le charcutage de la maison lyonnaise. Après, je comprends, Lyon, charcutaille, tout ça, mais enfin quand même, Lug, faut pas abuser. Je l'avais déjà en album Panini, mais comme j'aime pas le côté papier glacé des albums Panini, là au moins dans cet album, je l'ai en vrai papier. Ah bah oui, moi je suis comme ça, je suis de l'ancienne école, j'aime le vrai papier granuleux, qui sent bon l'encre, et le papier de librairie. Est-il besoin de vous présenter cette œuvre? Je ne pense pas. Tout le monde sait que dans ce récit incroyable, les sentinelles règnent sur Terre dans une réalité alternative, elles chassent tous ceux qui possèdent des super pouvoirs, et on a un Wolverine, Wolverine d'ailleurs c'est nul, je devrais dire Serval, un Serval plus âgé, et une Kitty Pryde probablement ménopausée, qui prépare une contre-attaque en prenant des risques. Il s'agit de projeter l'esprit de Kitty dans le passé, en espérant qu'elle puisse prévenir les X-Men à temps et empêcher un tel futur. Bref, un récit qui se déguste comme un bon Jésus. Je ne m'étends pas plus sur le sujet car j'ai l'intention d'y consacrer une vidéo entière cette saison lorsque je parlerai du spécial Strange 35 et 36, alors je ne m'étale pas plus sur la question. Il est clair que cette année 1981 est une révolution pour les comics Marvel, au-delà de l'aspect merchandising, avec Dazzler vendu en librairie, qui lance la nouvelle stratégie de vente de la Maison des Idées. Point de vue artistique, on a Frank Miller, un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Qui redéfinit Daredevil en le confrontant à la criminalité urbaine, et un John Byrne qui, après avoir contribué à la grandeur de la série la plus acclamée de l'époque, à savoir les X-Men, fait effectuer un retour aux sources au fantastique, rappelant par des histoires centrées autour des personnages les débuts de la série, tels que l'avaient conçu Stan Lee et Jack Kirby, et ça se passe de commentaires, c'est pas vrai? Et enfin, donc, cet album nous propose l'Avenger 213, datant de novembre 1981, écrit par Jim Shooter et dessiné par Bob Hall, un épisode qui n'avait jamais été publié en France à l'époque, ni chez Aredi ni ailleurs, et il a fallu attendre 2015 pour qu'il soit publié par Panini Comics dans l'album appelé Je suis Ant-Man. Je vais m'arrêter un peu sur cette histoire, car il y a beaucoup de choses à dire dessus. Tout le monde s'en fout. L'épisode 213 s'appelle Cours martial, et il rappelle aux lecteurs que s'ils n'ont pas passé une bonne journée, il y a quelque part quelqu'un qui passe une journée encore plus mauvaise. Et ça, quelque part, c'est réconfortant au final, ça peut même faire plaisir. Prenez le cas de Yellow Jacket, appelé en français le Frelon dans le récit, tandis que Lug l'appelait Pourpoint Jaune, bref c'est Hank Pym, et il est informé par ses camarades, les Avengers, qu'il fera face à une cour martiale pour ses actions dans le dernier numéro. Qu'est-ce qu'il a encore fait ce con, me demanderez-vous, pour peu que vous vous attachiez un petit peu d'intérêt à ce que je raconte? Sachez que le gazier a frappé lâchement son adversaire dans le dos alors qu'il était vaincu dans l'épisode précédent, d'après ce qu'on apprend dans le résumé de cette histoire. Bref, le Pourpoint Jaune est suspendu jusqu'aux audiences finales qui ont lieu dans 3 jours. Après le retour de Hank et de sa femme, la très effacée Janet, au manoir de la susdite Janet, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien du tout, cherchez pas, Shooter dépeint les serviteurs de Janet comme étant relativement grossiers envers Hank. Le « Madame, souhaitez-vous que nous commencions maintenant à préparer votre déjeuner ?» et celui de Monsieur Pym aussi, bien sûr, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un petit peu limite. On est là dans une sorte d'humiliation, trop appuyée par Shooter, qui veut nous montrer que Hank est un homme au bord du rouleau. Je sais pas si ça se dit, c'est au bord du
rouleau. Enfin bon, il est à la limite acculé, hein, j'ai bien dit acculé. Pourquoi pas même méprisé par les domestiques qui visiblement ne savent pas rester à leur place. De même, je trouve que Shooter il va fort en habillant la guêpe avec une tenue olé olé, hein, ou de pute, hein, comme on dirait chez mes fréquentations cassos. Comment une femme pourrait trouver du plaisir à s'habiller comme une Mélanie Pompazob pour aller faire des mondanités au manoir des Vengeurs, hein. Encore rue de la Pompe, je comprendrais, mais là, faut croire qu'elle est en manque de respect pour elle-même. Alors, suspendue, oui, mais pas comme un vieux Jésus à son clou, eh bien Pym ne passe pas son temps les bras croisés comme le camembert du même nom. D'ailleurs, Pym, c'est aussi le nom d'un gâteau, non ? Il travaille sur un robot tueur géant que lui seul peut désactiver, et son plan foireux est de faire en sorte que le robot attaque les Avengers pendant son procès pour qu'il sauve la situation. En gros, vous avez besoin de prouver que vous n'êtes pas une merde, vous construisez un robot géant pour qu'il soit une menace, vous lui donnez une vulnérabilité que vous exploiterez, vous foncez pour sauver la situation, et tout le monde vous aimera. Le problème, c'est que Janet le surprend en train de faire ce genre de conneries, et cela donne naissance à l'une des scènes mythiques de l'histoire des Avengers, où Pym, furieux, frappe comme un salaud sa femme, aimante, en lui collant un œil au beurre noir après un gros dérapage contrôlé de beefsteak à 5 branches. Parce que là, ça dépasse la salade de doigts, hein. Il lui a collé un pain dans la tronche, le salaud, hein. Pauvre Loot qui venait juste le voir en petite chemise de nuit dans un esprit de love et de copulation. Jim Shooter, en voulant écrire cette histoire, nous propose un récit assez maladroit. L'idée de base est bonne, mais pas sa réalisation. On dit généralement que Shooter a de très bonnes idées de scénario, mais qu'il est un mauvais scénariste, et là, je pense que ça se vérifie dans ce récit. Cette fameuse histoire de Hank Pym, qui bat sa femme, et son expulsion de l'équipe, avait un fort potentiel dramatique, mais c'est écrit avec le cul. Chose qui ne doit pas être facile quand on prend le temps de visualiser la scène. Le style d'écriture de Shooter est si rigide qu'il en ressort vraiment forcé. Certes, l'idée d'instabilité mentale et de violence conjugale donne du contenu et de la méditation au lecteur, mais c'est mal écrit. Et c'est dommage, parce qu'une telle situation dramatique aurait pu permettre à la guêpe de voir son personnage grandir et sortir de l'ombre de son violent mari. Mais dans cet épisode, Janet se contente d'être intimidée et décide d'accepter la situation sans broncher. Il faut attendre le procès pour qu'elle révèle finalement son œil au beurre noir au groupe. Paranoïaque et irascible lors du procès, Pym fait intervenir son robot pour prouver aux Vengeurs qu'il est l'homme de la situation et qu'il peut faire de grands actes de bravoure, mais ça ne se passe pas comme prévu, il est capturé par sa propre machine avant de pouvoir la désactiver, et au final, c'est la guêpe qui sauve la situation en le faisant à sa place. Ce qui est l'affront final pour Pym, dont le plan foireux n'a finalement pas réussi à en faire un héros. Là encore, le scénario de Shooter est tiré par les cheveux. Après une telle preuve de son irresponsabilité, comment est-ce que les Avengers l'ont-ils laissé sortir de la pièce embranchée ? Normalement, c'est l'isolement direct. Alors que penser de Pym ? Est-il un malade mental, un surmené qui se dévalorise, ou un simple connard qui bat sa femme ? Maladie mentale ou violence conjugale ? Les débats ont toujours été intenses autour de la question. Il est clair qu'au moment de ce récit, on opte plus pour la folie. Pourtant, tel que cela a été montré dans cet épisode, les lecteurs ont surtout vu un salaud qui bat sa femme. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, c'est l'histoire qui a valu à Pym le qualificatif de batteur de femmes. Oui, je sais, je suis bon en traduction littérale. Et il est parfois sous-entendu que ce n'était qu'une des nombreuses fois où il a frappé Janet. Toutefois, dans ce récit, on le fait plus passer pour un malade qu'un connard violent adepte de la violence domestique. J'ai fouillé un peu sur les forums et les blogs et les avis sont partagés. Côté blog, Jim Shooter est en fait revenu sur l'idée selon laquelle il avait l'intention que Janet soit touchée. Sur une page de son blog, Shooter affirme que Hank, faisant un revers de la main, n'était pas censé être dans le script et il a été accidentellement inclus. Je ne sais pas comment tu peux inclure accidentellement, faut qu'on m'explique, mais dites-moi, il y a personne pour vérifier le contenu de l'histoire avant publication ? Puis il ajoute que c'était censé être un simple revers, une gifle accidentelle, mais Bob Hall en a trop fait. C'est ce qu'il dit en tout cas le Shooter dans son blog. Et moi je trouve que c'est pas bien Jimbo, on n'accuse pas les copains comme ça. Personnellement j'ai des doutes sur cette théorie, car la scène suivante où la guêpe apparaît avec un œil au beurre noir me laisse penser que l'aspect implicite du fait de battre sa femme était voulu dès le départ et que ce n'était pas un accident. Sinon tu n'aurais pas mis en scène comme ça Jimbo, tu n'aurais pas insisté sur cet acte terrifiant avec ses stigmates si cela avait été un accident. C'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que Shooter fait du révisionnisme sur ses intentions de départ, mais dites-moi dans les commentaires comment vous voyez cela. Alors certes, Pym est pas bien dans sa tête quand on regarde son passé. Le mec a eu presque autant de dépression que Tante May a eu de crise cardiaque. De plus, le crime dont Captain l'accuse est circonstanciel. Il a frappé un adversaire dans le dos alors qu'il s'était rendu, je le rappelle. Si Pym avait eu l'esprit clair, il n'aurait pas fait cela. Le passage chez les Avengers était toujours aussi vigilant que Captain l'est ici dans ce récit. La moitié de l'équipe serait sur le banc de touche. Parce que entre Hawkeye, qui est toujours à la limite, ou même Vision frappant le Skrull dans le numéro 96, Et là, d'un seul coup, les actes de Hank sont répréhensibles, alors qu'avant, on a laissé passer. Non, vraiment, c'est mal écrit par Shooter. Maintenant, pour en revenir à Pym, il est clair qu'il ne devrait pas être un super-héros.
Ce mec est instable, il bat sa femme, et il n'arrive pas à garder longtemps une identité. En fait, Hank Pym, c'est l'excellent exemple du stéréotype des super-héros à problème de Marvel, et pas du côté positif des choses. Et c'est vrai que là, quand tu repenses au frileux MCU, tu verrais pas ce genre de choses dans les films. Oh non, il prendrait pas ce risque-là. Une dernière réflexion me vient en tête au sujet de l'instabilité de Pym. Elle porte sur le fait qu'on laisse encore le bonhomme s'approcher de robots alors qu'il a fait de belles conneries par le passé. Je ne sais pas moi, mais un mec qui a inventé Ultron, l'un des plus grands ennemis des Vengeurs, ne suffirait-il pas pour qu'on l'interdise de s'approcher de quelque chose de robotique sans que ce soit un désastre? Moi, je ne laisse plus ma compagne s'approcher d'une voiture depuis qu'elle a enfoncé la mienne dans un endroit assez incongru. Après, c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier qu'elle avait le permis. Je t'aime, chérie. Mais pour en revenir à Pym, le fait qu'un robot apparaisse au milieu du procès de Hank ne serait-il pas assez suspect? En tout cas, à la fin, les Vengeurs le laissent partir tranquillou bilou, et alors pourquoi d'ailleurs, c'est la fin de ma question, pourquoi? Normalement, c'est la tôle ou l'asile psychiatrique. Mais franchement, ça vous interpelle pas plus que moi? Vous en avez vraiment rien à branler de ce que je raconte? Je suis le seul à me prendre la tête sur ce genre de BD? En tout cas, je peux vous dire que devant ce récit, le Cap d'Ag en tombe des nues. T'as compris la ref? C'est drôle, non? Ouais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, et peut-être que je n'ai pas vu certains aspects, mais quand même, il a fait beaucoup de conneries par le passé. Ce type a besoin d'aide, des médecins, de psychologues, de masseuses, et beaucoup d'attention. Je sais bien que le système médical et social en Amérique est pourri, mais quand on reçoit une indemnité de 1000 $ par semaine en 1980, pour le simple fait qu'on est un vengeur, on a de quoi consulter un médecin. C'est pas moi qui le dis, au sujet du chèque, c'est ce qui est écrit dans cet épisode. Enfin bref, voilà mes petits farfadets, j'ai fait le tour de cet album très intéressant, et là, je suis en train de me dire que je ne sais pas pourquoi je suis en train de mimer ce bouquin alors que je l'ai déjà dans la main. Je ne saurais trop vous le conseiller si vous avez été frustré comme moi pendant des années des versions censurées de Lug. Petit album qui ne mange pas de pain, j'ai jamais compris cette expression, et qui reste un précieux petit trésor de Marvel à avoir dans sa bibliothèque quand on est un putain de complétiste vintage comme moi. Dites-moi en commentaire si vous avez ce bouquin, ce que vous pensez de tout ça, et du débat que j'ai soulevé. Et n'oubliez pas de laisse pause blow pour me montrer que tu m'aimes encore. Ce faux podcast est maintenant terminé. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. Et à très bientôt les geeks, et n'oubliez pas que le pire reste à venir.